Bonjour, nous allons reprendre les débats du Forum Santé 2005 des Échos Le Parisien avec un invité de marque, Thomas Fatto. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu l'homme clé à la fois de la crise et de la sortie de crise, on espère. Le thème de votre intervention, ça sera crise sanitaire, accélération de la transformation de l'assurance maladie. Vous êtes directeur général de l'assurance maladie depuis 2020. Au cœur de la tempête, vous êtes arrivé. Vous avez fait un chassé-croisé en fait avec l'ancien directeur général de l'assurance maladie, Nicolas Revel, qui est allé à Matignon comme directeur de cabinet. Matignon où vous étiez comme directeur de cabinet adjoint depuis mai 2017. Vous avez une carrière fournie déjà. Vous avez été directeur de la sécurité sociale de 2012 à 2017, conseiller chargé de la santé, de la dépendance et des politiques sociales à la présidence de la République de novembre 2010 à février 2012, directeur de cabinet du secrétaire d'État à l'emploi 2008-2009, et vous étiez déjà à l'assurance maladie de 2005 à 2008 plutôt, comme directeur de cabinet. Vous avez fait l'ENA. Nul n'est parfait. Vous avez fait HEC et un DEA de droit public. C'est-à-dire que vous connaissez bien la santé, la protection sociale et la sécurité sociale. Alors, comment la crise sanitaire a transformé l'assurance maladie et en fait, revient-on à ce que souhaitait l'un des pères fondateurs de la Sécu, Pierre Laroque, votre illustre prédécesseur qui a dirigé la Sécu de 1944 à 1951, il y a 70 ans. Son souhait, c'est que la Sécu soit un acteur de la protection sociale et pas simplement une caisse de remboursement, ce qu'elle était petit à petit devenue. Alors, les enseignements de la crise et qu'est-ce que ça dit pour l'avenir de l'assurance maladie ? Merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous ce début d'après-midi et merci évidemment de faire référence à Pierre Laroque pour me permettre de, en effet, partager comment l'assurance maladie a géré la crise et comment ça a pu accélérer un certain nombre de ces transformations. D'abord, je pense que cette crise a été d'abord un révélateur des atouts qu'avait l'assurance maladie et je crois qu'elle a su exploiter. Et je le dis d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, j'ai un peu pris le train en marche puisque je suis arrivé à la CNAM au mois d'août 2020. Révélateur de la force de son réseau et de ce maillage territorial au niveau départemental et au plus près des acteurs. Révélateur aussi de sa capacité à être en proximité avec les professionnels de santé et les assurés. Et révélateur aussi, je crois, de sa capacité à utiliser des systèmes d'information, j'y reviendrai, les données de santé, on en parle beaucoup, vous en avez parlé je crois ce matin, on en reparlera. Et donc c'est avant tout un révélateur et aussi peut-être, vous l'avez perçu, j'y reviendrai, l'assurance maladie est déjà d'abord perçue comme étant un gros organisme qui rembourse des soins, mais je crois qu'on a montré, que les équipes ont montré l'agilité d'un pilotage de réseau s'appuyant sur des caisses locales qui ont de l'autonomie et qui ont su s'adapter à des situations. On a, je pense, beaucoup d'organisations qui, du jour au lendemain, ont dû basculer en télétravail. Nos salariés sont partis le 15 mars, quasiment avec leur ordinateur sous le bras. On avait à peine 20% des gens qui pouvaient travailler à distance. Et donc, on a su s'adapter en étant au front du Covid. Alors, en quoi ça a accéléré des transformations et on ne s'est pas coordonné, mais en réalité, je ne savais pas que vous alliez prendre cette citation de Pierre Laroque. Mais c'est vraiment un point sur lequel je voulais rebondir. Je crois que ça a accéléré notre transformation en un acteur de santé et de prévention. On l'était déjà un peu, on est déjà depuis longtemps plus seulement un payeur, et on était déjà un acteur de la gestion du risque, de l'assurance maladie, de campagne de prévention, etc. Mais la crise a montré qu'on pouvait être un acteur de prévention et surtout qu'on pouvait l'être au contact individuel des patients et des professionnels de santé. Et j'insiste là-dessus, on parle beaucoup de prévention, on parle de campagne, on dit qu'on n'en fait pas assez. Quand on fait du contact tracing et qu'on appelle plus de 15 millions de patients depuis le début de la crise, quand on fait du aller vers sur la vaccination, quand on appelle là aussi plus d'1,5 million de personnes âgées, en ce moment plus de 100 000 personnes qui ont des comorbidités, on ne fait pas de la prévention de Paris ou de nos bureaux, on fait de la prévention au contact de nos assurés. Et c'est vrai que je crois qu'on a la chance d'avoir une institution qui est capable, France entière, de déployer ces programmes d'action et de les déployer, encore une fois, en proximité avec les professionnels de santé et les assurés. Donc ça, pour moi, c'est vraiment
le cœur, je crois, de l'accélération de la transformation de l'assurance maladie. Une grosse mobilisation, hein, je le dis aussi en termes de management. Du jour au lendemain, on a basculé à peu près 15% de nos effectifs pour qu'ils fassent du tracing. Et que des gens qui étaient délégués de l'assurance maladie, qui faisaient du contrôle de la fraude, qui étaient même de la comptabilité, on leur a dit, hop, vous allez maintenant devenir traceur. Petit à petit, on a professionnalisé la mission, on a recruté, on s'est renforcé, mais un enjeu aussi de mobilisation et de transformation interne. Deuxième, je crois, élément de cette accélération des transformations, c'est bien sûr le numérique, le digital et les systèmes d'information. Et là aussi, on est sûrement perçu d'abord comme étant un gros opérateur de remboursement, de production de remboursement, mais cette crise a été pour nous à la fois vecteur de transformation interne de nos opérations digitales. On a développé Vaccin Covid en 2 mois. Il est utilisé par des centaines de milliers de professionnels de santé et des millions d'assurés pour récupérer leur attestation. On a créé, pareil, Contact Covid en 2 mois pour faire le tracing. Déclara Amélie pour tous ceux qui ont dû faire des arrêts de travail. La transformation digitale interne, elle a été extrêmement forte et ça a été une puissante transformation. Deuxième axe de cette transformation numérique, c'est évidemment la relation assurée avec le compte Amélie. On va tout doucement vers les 40 millions d'assurés qui ont ouvert un compte Amélie. C'est honnêtement la chance de l'assurance maladie, c'est que tout de suite on parle de gros chiffres. On y reviendra, on parle de gros chiffres éventuellement financiers, on parle de gros chiffres en termes de déficit parfois, mais en termes de relations clients, 40 millions de clients qui ont un compte Amélie. Ça a été là aussi un accélérateur formidable et c'est aussi un point de contact de relations, d'information, de prévention qui est majeur. Et puis, on pourrait aborder, on le fera sûrement tout à l'heure, d'autres sujets, téléconsultation qui a évidemment explosé. Je vais insister sur le sujet ouverture et partage des données. Je sais que l'assurance maladie a sûrement un peu encore, mais de moins en moins, la réputation de conserver ses données, d'être frileux sur l'ouverture. C'est plus le cas. C'est plus le cas déjà honnêtement depuis quelques années, mais vraiment on est en train et on a pris le tournant de l'ouverture des données et du partage. Et la crise, je crois, l'a bien montré. On a ouvert là aussi il y a quelques mois le site DataVise sur la vaccination pour donner à comprendre ce qui se passait. Il y a eu plein d'analyses qui ont été permises sur la fracture vaccinale, les écarts de territoire, les écarts en termes de précarité, d'âge sur la vaccination et quelque part c'est grâce aux données qu'on a ouvertes et pour le grand public comme pour les chercheurs. On a mené une collaboration extrêmement intéressante aussi d'ouverture des données avec les équipes de Pasteur, d'Arnaud Fontanet. Toute l'étude Comcore pour la compréhension des contaminations, c'est le fruit d'un partenariat entre Pasteur et l'assurance maladie sur l'ouverture des données, sans oublier ce qu'on a fait avec nos amis de la NSM sur Epiphar. Là aussi, partage des données pour comprendre les pathologies exposées au risque Covid, les risques d'hospitalisation. Et donc, voilà, la révélation, la confirmation, évidemment, du potentiel de ces données, de la stratégie d'ouverture de ces données et aussi de notre capacité de les analyser de manière, je crois, riche. Pour ne pas être trop long, parce que je crois que le temps est compté, peut-être partager avec vous très rapidement 2 ou 3 enseignements de ces transformations, de ces accélérations, et en quoi, finalement, pour nous, et puis peut-être pour nos partenaires et nos clients, les défis qui se posent à nous. C'est pas bien, mais je vais commencer par les défis internes. L'assurance maladie, c'est 85 000 personnes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi, dans ces 85 000 personnes, une offre de soins, les UGCAM, donc aussi des enjeux de transformation de cette offre de soins. Mais voilà, ça a été des profonds bouleversements, des changements de métier, des changements d'organisation, comment on capitalise sur ces transformations pour beaucoup de chefs d'entreprise qui peut-être sont là, nous regardent ou nous écoutent. Voilà, c'est un enjeu de transformation, de capitaliser sur ce qui a été fait. Les gens ont été très motivés et fiers de ce qu'ils ont fait. Parfois, ils vont revenir sur leurs anciens métiers. Il y a un enjeu d'accompagnement. Ça. Le deuxième enjeu, il est plus macro, il est plus externe. C'est évidemment l'enjeu financier. Certes, on a fait beaucoup de choses, certes, on s'est transformé, mais on va ressortir de cette crise avec un déficit substantiel, 30 milliards en 2020, sans doute 30 milliards en 2021 ou quelque chose comme ça. Sans doute également un déficit évidemment substantiel encore en 2022. Et donc,
quel enseignement on en tire. Évidemment, il est important d'être lucide sur ces enjeux financiers. Et puis, dernier enjeu, mais encore une fois, je fais que les brosser de façon rapide. Derrière cet enjeu de transformation interne, il y a évidemment des enjeux du rôle aussi de l'assurance maladie pour accompagner les transformations de l'organisation des soins. J'ai parlé prévention, mais on veut être un acteur en lien avec les agences régionales de santé d'accompagnement et de pousser à la transformation des organisations, l'exercice coordonné, les CPTS, les maisons de santé pluridisciplinaires, les soins non programmés, l'avenant qu'on a signé avec les médecins. Tout ça a montré aussi des enseignements de la crise. L'exercice isolé doit devenir l'exception. Comment nous, assurance maladie, on accompagne ces défis. Et puis, je crois que vous l'avez abordé dans une table ronde là aussi ce matin. Évidemment, on a des gros chantiers numériques en santé. Et dans le prolongement de ce que j'évoquais, capitaliser sur cette utilisation de la data collective, individuelle. Mon espace santé au début 2022, c'est évidemment des chantiers qui sont majeurs pour nous. Voilà, j'espère pas beaucoup plus qu'une dizaine de minutes. C'est un peu les enjeux de cette transformation pour l'assurance maladie. Oui, et ces enjeux, on voit bien, sont énormes. Votre métier de base, je dirais, c'est la gestion du risque. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion du risque, vous le direz. Mais dans chaque année, l'assurance maladie fait un rapport charge-produit. Et dans ce rapport, où il y a moins d'économies demandées, mais ça, c'est compte tenu de la période difficile dans laquelle on est. Mais vous dites qu'il faut revoir la gestion du risque, il faut un peu la refonder, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est épuisé. Agir sur les médicaments, agir sur les médecins. Alors, comment vous voulez refonder cette gestion du risque ? Quel est votre objectif et la méthode ? Alors, c'est vrai qu'on a pris le parti, quelque part, de ne pas rester, entre guillemets, uniquement concentré, si j'ose dire, sur la crise, mais de se dire, pendant cette période, on ne peut pas faire d'action de gestion du risque parce que les professionnels de santé en ville et à l'hôpital sont mobilisés par la crise. Comment vous définiriez-vous la gestion du risque ? La gestion du risque, pour moi, c'est assez simple. C'est ce que font, c'est un métier, il faut l'assumer. Des assureurs, ils font de la gestion du risque. Nous, on n'est pas un assureur comme un autre. On est un assureur public qui ne choisit pas ses clients, mais qui doit faire de la prévention, de l'information, de l'accompagnement, de la contractualisation, de la négociation de tarifs, du contrôle, de la lutte contre la fraude. Donc, la gestion du risque, c'est ce continuum d'action avec les assurés, les professionnels de santé, les entreprises, pour agir sur les différents vecteurs qui font la dépense d'assurance maladie, la dépense de santé, puis le parcours de santé du patient. Donc c'est ça, vous l'avez dit. Pour réguler les dépenses, pour pas qu'elles augmentent trop. Pour s'assurer qu'on a le juste soin au bon moment, avec la bonne mobilisation des ressources et des soins de qualité. Donc c'est ça, la gestion du risque, c'est ambitieux, c'est vaste, et on s'est engagé dans les travaux de rénovation de la gestion du risque. On a des atouts, j'en ai évoqué un certain nombre. On avait aussi des points de faiblesse et puis des moteurs d'efficacité qui avaient tendance à s'épuiser. Et comment on se projette, du coup, sans doute plutôt à partir de 2022, sur les enseignements qu'on tire de la crise. Les soins coordonnés, c'est aussi un point d'appui pour la gestion du risque. Ce n'est pas seulement le médecin tout seul, c'est une équipe de soins. L'hôpital, on ne va pas revenir, entre guillemets, à l'hôpital après la crise, exactement comme on y allait avant. Et ça, c'est un changement, comment on accompagne les hôpitaux sur les indicateurs de qualité, comment on les aide encore plus à organiser des sorties d'hôpital. De la même façon, le numérique, je l'évoquais, nos délégués de l'assurance maladie, historiquement, c'était du face-à-face, individuel, au cabinet du médecin avec un profil, etc. On voit bien que ça devient daté. Ce qu'on veut faire, c'est les médecins et les infirmiers sont demandeurs aussi des webinaires, des ateliers collectifs, leur donner des informations numériques plus récentes, la data visualisation aussi. Moi, si j'étais médecin, j'aimerais bien qu'on me donne des informations récentes sur mon profil de prescription, sur comment sont mes collègues, mais pas seulement un profil papier une fois par an. Quelques exemples de cette gestion du risque, un peu nouvelle formule, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'on va essayer de déployer. Je partage juste un paradoxe avec vous. On voit bien que parler d'économie dans la santé, c'était déjà pas facile, ça va encore être difficile. Parce que tout le monde se dit, on a besoin de professionnels en ville et à l'hôpital bien rémunérés, on a besoin de prendre en charge mieux la dépendance, on a besoin d'investir à l'hôpital, on a besoin d'industrie du médicament qui soit innovante et donc bien financée. Et du coup, on se dit, alors finalement, comment on fait pour assurer une maîtrise des dépenses de santé compatible avec l'évolution de notre richesse nationale, avec le déficit dont je parlais. Et en même temps, rapport après rapport, on sait, en tout cas, on
pense et on partage avec les acteurs qu'il y a des gisements d'inefficience, de non-pertinence, de mauvaise organisation, etc. C'est ça l'ambition de la gestion du risque, c'est d'aller chercher ces vecteurs, d'avoir de qualité, encore une fois, de pertinence, d'organisation du système. Et c'est là où c'est vrai qu'un certain nombre de choses qu'on a croisées, d'accélération de la transformation de l'assurance maladie, doivent pouvoir nous y aider. Alors, vous l'avez dit, 30 milliards de déficit cette année, 30 milliards enfin en 2020, 30 milliards de nouveaux cette année, sûrement une vingtaine en 2022. Alors, comment on revient à l'équilibre? Est-ce que pour vous, le retour à l'équilibre est un objectif? Et est-ce que pour revenir à l'équilibre, il ne faut pas modifier le remboursement de la dette? Il ne faut pas augmenter les prélèvements obligatoires? On va en discuter cet après-midi en particulier avec Dominique Libaud. Quelle vision vous avez? Est-ce qu'il faut filer la dette? Après tout, 30 milliards, c'est énorme. On va pas et puis, enfin, le déficit, du moins, puis la dette qui est là, on le rembourse avec la CADES, 17 milliards par an. On pourrait mettre dans le système de soins. Non, c'est pour rembourser la dette. Comment sortir de cette sorte d'impasse? Alors, je vais pas m'échapper, hein, mais d'abord, vous l'avez dit, une partie de on vous tient, vous n'allez pas vous échapper. Oui. Une partie de ces déficits, sont déjà prévus qu'ils viennent finalement au sein de la CADES pour être remboursés avec l'allongement de la durée de vie de la CADES jusqu'en 2033. Donc quelque part, une partie des décisions ont déjà été prises, mais sans doute qu'elles ne seront pas suffisantes puisque elles ne seront pas suffisantes. Non, elles ne seront pas suffisantes et les déficits en plus sont plus élevés que ceux qu'on anticipait quand la loi de transfert à la CADES a été prise à l'été 2020. Je ne veux pas m'échapper, mais je pense que ça devrait être en tout cas un vrai sujet de débat des prochaines campagnes, des rendez-vous électoraux. Non pas le déficit de l'assurance maladie en lui-même, mais la priorisation dans nos dépenses publiques, nos choix en termes de protection sociale. Voilà, comment on voit le système d'assurance maladie, comment on voit son rétablissement. Je ne peux pas dire autre chose, parce qu'en plus, je le pense profondément depuis longtemps. Un système d'assurance maladie doit être soutenable et qu'il n'y a pas de raison que dans la durée qu'il soit déficitaire. Ou plutôt, il y a beaucoup de raisons qui expliquent la dynamique de la dépense de santé, mais qu'en même temps, si on n'est pas à l'équilibre, ça veut dire qu'on fait de la dette et qu'on finance des dépenses courantes par de la dette que nos enfants et nos petits-enfants. Vous prenez un retour à l'équilibre. Je pense qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, se dessiner une perspective, mais ça ne peut pas être une perspective isolée de l'assurance maladie prise en tant que telle. Qu'est-ce qui se passe en matière de retraite? Qu'est-ce qui se passe en passe de famille? Qu'est-ce qui se passe en termes d'assurance chômage? Est-ce que vous pensez que la dette sécu du Covid, elle devrait être comme la dette de l'État, reprise dans le budget de l'État? Je vais vous dire très sincèrement, je pense que vous aurez des intervenants qui seront affûtés sur ces questions-là. Je trouve qu'elles sont relativement secondaires. De toute façon, cette dette, elle devra être financée à un moment ou à un autre et donc remboursée. La dette sociale a une chose de particulière, c'est qu'elle est fermée, même si on l'a rouvert à différents moments, et donc on la rembourse, y compris sur son capital. Je pense que c'est sain, parce que si vous ne faites pas ça, vous avez un point de fuite gigantesque dans le pilotage de vos dépenses de protection sociale. Mais voilà, encore une fois, moi je pense que c'est une réflexion globale sur l'ensemble des risques qu'il faut avoir. D'accord. Au cours de la campagne et de l'élection présidentielle, sûrement. Vous l'avez dit, vous allez revoir le contrat d'objectif avec l'État qui se termine fin 2022. Alors, il y avait une tendance à réduire, même si vous avez pris le RSI, les mutuelles, les assurances étudiantes, donc ça a plutôt grossi, mais de réduire un peu les effectifs. Est-ce que vous en êtes où? Comment il va se constituer Écoutez, je vais vous dire, chaque jour suffit sa peine, selon le proverbe. Et la crise n'est pas derrière nous. Une bonne partie de la bande passante de l'assurance maladie, elle est encore mobilisée sur la vaccination, sur le tracing, parce qu'on continue, sur toute une série de sujets. Donc on va commencer petit à petit à se préparer à une négociation, mais qui, pour la COG, a compté 2023. Donc on aura sûrement, je crois, à faire valoir ce qu'on a fait pendant la crise et en quoi on a été utile et en quoi on peut continuer à être utile au-delà sur un certain nombre d'items qu'on a partagés, la prévention, la gestion du risque. Mais voilà, on aura la discussion en temps et en heure.
D'accord. Alors, il y a une grosse partie enfin, quelque chose qui vous occupe beaucoup, c'est les négociations conventionnelles avec l'hôpital, c'est l'État, les médecins libéraux, les professionnels de santé libéraux, c'est vous. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme pour la gestion du risque, on est arrivé un peu au bout du bout de la convention, avec des syndicats pour certaines professions, en particulier les médecins, qui sont de moins en moins représentatifs? On a toujours l'impression, de vue de loin, que c'est un peu marchand de tapis, une petite augmentation par-ci, par-là, ce qui fait qu'on arrive à quelque chose dont on ne comprend plus rien. Les médecins eux-mêmes n'utilisent pas toutes les cotations. Est-ce que vous avez une vision un peu plus moderne, un peu plus dynamique, un peu plus consensuelle sur cette relation avec les professionnels de santé libéraux? C'est surtout peut-être une vision un peu plus positive de l'exercice conventionnel que celle que vous avez décrite. Non, c'est positif, mais c'est difficile, je veux dire. Non, mais ça, c'est difficile, c'est sûr. Je pense que le moment qu'on a eu, entre guillemets, au mois de juillet dernier, de négociations et de signatures avec notamment avec les médecins libéraux sur cet avenant, numéro 9, comme on dit dans notre jargon, était un moment important pour montrer que la machine conventionnelle pouvait fonctionner et redémarrer dans le contexte du Ségur, dans le contexte du Covid, un contexte très particulier dans lequel on est. Donc c'était un moment important parce que la machine est délicate, elle est compliquée. Maintenant, moi je n'ai rien trouvé de mieux que le dialogue social avec le contrat pour faire avancer les acteurs. Généralement, l'unilatéral, ça marche moins bien. Et donc, je crois toujours fondamentalement à la vertu de cette négociation. Mais il faut aboutir. Il faut aboutir et il faut aboutir en se transformant. Je pense que ce qu'on a fait dans l'avenant, avec un cadre pour les soins non programmés, avec un accompagnement des médecins pour faire la visite longue pour les personnes âgées, avec un numérique en santé qui va bénéficier de financement et d'accompagnement, je pense qu'on ne s'est pas contenté d'additionner ou de créer des majos ou de donner tel ou tel euro. Et que soutenir les pédiatres et soutenir les psychiatres libéraux, parce qu'on en a besoin dans notre pays, c'était aussi un élément important. Mais voilà, c'est vrai que je pense que à chaque fois, il faut faire ses preuves dans cette négociation conventionnelle. Mais on a su trouver des partenaires qui ont su prendre leurs responsabilités pour signer. Je pense qu'ils seront aussi responsables pour accompagner la mise en œuvre. On compte sur eux. Et nous, on sera à la manœuvre aussi sur ce volet-là. Mais voilà, c'est comme la bicyclette, il faut continuer à pédaler pour avancer. Donc il faut continuer à montrer que le système est capable de produire de la transformation. Et je pense qu'il faut accélérer. On aura un rendez-vous fin 2022 sur la future convention médicale. On va s'y préparer dès maintenant, mais ça sera un moment très important aussi pour pouvoir ancrer les transformations du système à venir. Alors, dernière question sur les Français. Vous dites qu'il y a 40 millions qui ont un compte Amélie. Il y en avait combien avant la crise? Et est-ce que vous avez fait une étude d'image un peu? Est-ce qu'on a le sentiment que l'image de l'assurance maladie a évolué? Est-ce que vous avez pu le constater par des études particulières? Alors, en 2019, on devait être, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises en direct, à 32, 33 millions de comptes. Donc, on ne part pas de zéro, hein, mais ça a accéléré fortement des évolutions. Point 1. Point 2, je veux pas du tout parce que céder entre guillemets à l'auto-promotion parce que c'est pas le lieu et parce qu'on a aussi beaucoup de choses qu'il faut améliorer et beaucoup d'attentes, etc. Mais c'est vrai que les baromètres d'image qu'on a eu, même s'il y a eu des problèmes de satisfaction de nos assurés parce que les accueils étaient fermés pendant le confinement, parce qu'ils ont beaucoup plus appelé au téléphone que parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Donc il y a eu des motifs d'insatisfaction, mais quand même, les enquêtes qu'on mène montrent globalement qu'on nous délivre une forme de satisfecit sur la gestion de crise et sur voilà, le fait qu'on a été au rendez-vous. Mais encore une fois, je suis Et l'image change, c'est plus simplement la caisse qui me rembourse, c'est un acteur de santé. Vous pensez que c'est... Je vais vous livrer une anecdote. Pour reprendre Pierre Larocque. Vous savez qu'on a commencé à faire le aller vert pour les personnes âgées en Seine-Saint-Denis, où la directrice de la caisse notamment a dit « mais moi j'ai des personnes âgées, si j'y vais pas, ils iront pas sur Doctolib, ils iront pas même m'appeler et ils viendront pas se faire vacciner ». Donc elle a commencé à faire ses appels, voilà, et elle a commencé y compris un week-end. Et le dimanche à 16h, quelqu'un lui a dit « c'est une blague, c'est pas l'assurance maladie qui m'appelle pour me proposer un rendez-vous de vaccination ». C'est un peu le révélateur de ça, les assurés. Et c'est pareil sur le tracing. J'ai fait beaucoup de double appel, entre guillemets, dans les plateformes de tracing. Dans beaucoup de cas, les gens, alors après, ils ont compris, qu'ils ont entendu parler, etc. Donc, ils savaient. Mais au début, ils étaient hyper surpris que l'assurance maladie, 7 jours sur 7, samedi et dimanche, les appelle en leur disant « Monsieur, vous êtes positif, quels sont vos contacts, comment on peut vous aider, aller chercher des masques, si vous avez besoin d'un arrêt de travail, etc. » Donc, cette forme de révélation de, en effet, pas seulement on vous rembourse des soins, etc., mais on est
capable, France entière, d'appeler on a eu des journées à 150 000 appels jour. Et ça, je crois que sûrement, malheureusement, entre guillemets, parce qu'ils étaient positifs au contact, il y a des millions de Français qui l'ont vécu directement. Et vos 80... Alors, dernière question, vos 85 000 salariés, ils font face, ils sont épuisés. Comment vous avez géré je crois qu'ils ont d'abord la pêche, pardonnez-moi l'expression, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ils ont engagé depuis longtemps, parce que l'assurance maladie, je pense que c'est pas de n'importe quelle institution, donc ils avaient déjà cette fierté en eux. Je pense que la crise je pense en tout cas renforcer cette fierté-là. Une part aussi de lassitude et de fatigue, voire d'épuisement, de dire on veut revenir entre guillemets à la normale, mais c'est avant tout, je pense, la motivation. Et encore une fois, ce contact assuré, ce contact professionnel de santé, il est primordial et il est extrêmement valorisant aussi pour les équipes. Tous les échanges que j'ai à chaque fois me disent à quel point ils ont ressenti qu'ils étaient utiles. Oui, pour eux, c'est un booster formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.